Parce que la reprise économique se poursuit et devrait entraîner une croissance au cours des prochains mois. Parce qu'on doit faire preuve de créativité pour développer des projets d'affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que nous sommes à un tournant du développement économique régional. Parce qu'ensemble, nous pouvons voir grand. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ses rendez-vous économiques, de saisir des opportunités d'affaires, mais aussi de réfléchir sur l'avenir économique et social de notre région. Présenté par Promotion Saguenay, en collaboration avec la BDC, Netris et nos partenaires médias, bienvenue à ce rendez-vous économique. Bienvenue à notre traditionnel incontournable de Noël sous le thème, cette année, du tourisme comme outil de vitalité régionale. Mon nom est Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Et l'événement d'aujourd'hui vous est présenté par Raymond Chabot-Grant Thornton en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, le bureau du député François Tremblay. Bonjour François. J'aimerais saluer la gang aussi de personnel, du député de Jonquière, du député de la ministre régionale et bien sûr du député de Mon Dieu que je suis mêlée. Mais, moi, là, j'ai jamais vu autant de personnel politique de mes députés ici. Jamais. Merci d'être là. L'événement est également présenté par Carbone Québec. J'aimerais dire merci à nos partenaires médias, KIC, Rythme FM, Le Réveil. Et d'ailleurs, je souligne la présence de Marlène Claveau, copropriétaire de Trium Média, qui a remporté le prix Personnalité féminine de l'année lors du dernier gala de la Chambre de commerce Lac-Saint-Jean-Est. Bravo, Marlène! Et Nous TV. L'événement d'aujourd'hui sera capté sur caméra, rediffusé sur le réseau communautaire de Cogeco au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus tard, vous pourrez également l'écouter sur les médias sociaux. Notre partenaire cocktail, l'hôtel Delta Saguenay, qui nous reçoit et qui nous a concocté un menu spécial aujourd'hui. Notre partenaire technique, LSM Ambio Créateur. Nos partenaires décors, Ballon Design et Plantes et Fleurs. Vous voyez sur vos tables des belles fleurs, c'est fait par Plantes et Fleurs. Et finalement, le bureau de Richard Martel qui appuie les initiatives de la Chambre de commerce. Je remercie les partenaires annuels de la Chambre de commerce, Rio Tinto, Ville-Saguenay et la MRC du Fjord du Saguenay. Je salue également les membres du CA de la CCISF qui sont présents aujourd'hui. Jean-Pierre Lévesque de Kane-Lamar, Isabelle Simard d'Énergir, Alexandre Simard des maîtres d'œuvre architectes, Éric Desbiens de Conformite, Manon Tremblay de Desjardins, Isabelle Gagnon de Diffusion Saguenay, Swanline Vue de Rio Tinto, Simon McNicol de Raymond Chabot et ma précieuse présidente Valérie Gilbert du groupe Gilbert. Aujourd'hui, c'est notre 14e événement de la saison. Merci d'être présent. Le tourisme, notre sujet d'aujourd'hui, n'est pas seulement bon pour l'économie, il fait partie de nos vies. Le développement de l'offre touristique entraîne des répercussions directes sur le dynamisme de nos villes et de l'attractivité de notre région, mais également sur la qualité de notre vie. La pandémie a eu un effet catastrophique, ça on le sait, sur le tourisme. Pendant 2 ans, les activités qui étaient reliées au tourisme ont été mises à l'arrêt. On a arrêté de voyager, ça a entraîné toutes sortes de bouleversements. Ça a accéléré aussi la transformation de cette industrie. Notre façon de voyager a évolué et la conscience environnementale a fait son apparition, modifiant nos habitudes de voyage. Comment se positionne, nous, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans cette nouvelle réalité et quelles opportunités nous pouvons saisir? Lors de notre activité d'aujourd'hui, nous amorcerons collectivement une réflexion par des échanges entre des acteurs incontournables du milieu autour de 3 principaux thèmes qui nous concernent tous: le développement durable et l'économie circulaire, l'innovation et le virage numérique, et le développement économique et le tourisme d'affaires.
Dans cet esprit de développement durable, d'ailleurs, la CCISF s'est associée à Carbone Québec pour ces événements. Carbone Québec a pour vocation de compenser les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines par la plantation d'arbres à haut pouvoir de captation carbone. Les GES qui sont liés à l'événement d'aujourd'hui seront donc compensés par la plantation d'arbres. Sa collaboration pour cet événement est un grand bonheur. Elle dirige Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean avec vision. J'invite ma partenaire Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, à vous adresser la parole. Julie? Bonjour tout le monde, puis merci Sandra pour la présentation. Puis je tiens d'abord à souligner et à remercier la présence de tous nos représentants politiques sur place. Et je vois aussi de la base de Bagotville, c'est très apprécié que vous soyez présents. Puis je tiens à remercier en fait la Chambre de commerce pour la main tendue. Ça fait quelques années en fait que Sandra et moi, on échange beaucoup sur le maillage puis la force de l'union qu'on pourrait faire entre l'industrie touristique et le secteur commercial. Puis cet événement d'aujourd'hui est peut-être un premier pas, mais je pense que ce n'est pas la première conversation et ce ne sera certainement pas la dernière collaboration entre Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est un joueur extrêmement important pour la vitalité de notre économie régionale. Puis chez Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, on veut s'allier à des joueurs aussi importants, aussi, je vais dire, leaders dans le domaine. Sandra l'a mentionné, on est porteur de plusieurs innovations dans notre organisation, mais sans des joueurs comme la Chambre de commerce, on ne peut pas aller aussi loin qu'on rêverait. Alors, c'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Puis je m'excuse, le micro ne me suit pas quand je te regarde, mais c'est ça. Et on se retrouve dans quelques instants ensemble pour le panel. Puis d'ailleurs, je souligne la présence de mes partenaires du panel et de chez Raymond Chabot. C'est vraiment apprécié d'être accueillis par vous aussi aujourd'hui. Alors, merci de votre accueil, puis je vous souhaite un bel événement. Merci, Julie. Puis effectivement, cette première collaboration entre nos deux organisations ne sera pas la dernière. Et nous vous invitons à être très attentifs au cours des prochaines semaines, car nous lancerons un projet d'aide aux petites entreprises touristiques. C'est un projet qui vise à offrir aux petites entreprises et organismes touristiques du Québec, de Saguenay, un soutien financier pour réaliser des petits projets d'investissement leur permettant d'adapter et de développer leurs produits et leurs services aux besoins de la clientèle afin de soutenir leur développement et de saisir les opportunités qu'offre la relance touristique. Je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit. On va vous en dire au fur et à mesure. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à notre infolettre, surveiller nos communications, notamment par l'entremise de cette infolettre, pour être informé du lancement et des détails de ce projet au cours des prochaines semaines. Je cède maintenant la parole à notre partenaire présentateur de longue date pour cet événement des fêtes, Monsieur Éric Dufour, vice-président des régions Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et de la Côte-Nord chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Donc, bon matin, bonjour tout le monde. Donc, Monsieur le député Tremblay, adjoint parlementaire, Monsieur le préfet Savard, Madame Dubord, Madame Némé, Monsieur le commandant Gagné, Madame Rossignol, chers partenaires et panélistes, encore une fois, cette année, c'est un plaisir d'être avec vous. Ça fait depuis, effectivement, quelques années que nous présentons. On a le loisir de proposer des thématiques. Il y a eu des thématiques de la relève entrepreneuriale avec des témoignages intéressants sur 2 années. Il y a eu également aussi, l'an passé, je crois que c'était le défi de la main-d'œuvre et de l'emploi immigrant. Et cette année, nous avons proposé chez Raymond Chabot la thématique du tourisme. Donc, le tourisme, loisirs et culture, chez Raymond Chabot Grant Thornton, c'est un service que nous offrons en tant que groupe conseil. Nous avons fait des acquisitions au cours des dernières années. Nous avons une équipe de 12 experts, une douzaine d'experts qui travaillent au Québec pour supporter l'industrie touristique, du loisir et de la culture. Donc, quelques exemples, nous travaillons avec Tourisme autochtone Québec,
la touristicité des croisières, Attractions Événements Québec, beaucoup de support dans le volet de la relève entrepreneuriale au niveau de l'industrie touristique et autres. Donc, c'est un honneur pour notre région. C'est un créneau fort important pour notre avenir. Et ça va être intéressant d'entendre les panélistes. C'est important pour nous d'être partenaires encore de la Chambre de commerce en ce brunch de Noël. Je vous souhaite un beau moment à tous et merci encore à l'organisation de la Chambre de commerce. Merci. Merci, Éric. Décidément, nous sommes une délégation de la baie aujourd'hui. J'inviterai François Tremblay, député de Dubuque, et une belle nomination qu'il a eue, adjoint parlementaire de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, à venir prendre la parole. J'irai un peu... je salue la gang aussi politique, évidemment, puis j'aimerais saluer chacune d'entre vous. Bravo pour l'événement. Je vais tâcher d'être synthèse, mais merci pour la tribune. Je vais quand même en profiter un peu. Bravo à la Chambre de commerce, Sandra, à ton équipe. Je sais que vous travaillez fort, vous êtes complètement dynamique. C'est non-stop. Événement. On est fou un peu. Événement sur événement. C'est des succès à chaque fois. Je vois Marc-André Galbrand de Contact Nature. Ça nous permet de nous rassembler, puis ça nous permet aussi d'assurer des mariages qui vont être structurants pour la suite. Puis je trouve ça formidable. Voilà. Je voulais, pour le poste d'adjoint parlementaire, un mot. C'est vrai, c'est le 2e mandat à Québec, et puis tu as toujours l'ambition de pouvoir avoir une assignation déléguée par le premier ministre. Puis tu souhaites aussi que ce soit dans un créneau qui va amener une plus-value à ta région. Et puis ça s'est fait à travers quelques coups de fil il y a quelques semaines. Et puis j'avais déjà une belle collaboration. Julie Dubord est là pour en témoigner. Tu sais, on a vraiment une belle symbiose avec Caroline Proulx, la ministre du Tourisme. C'est vraiment une ministre qui est super cool, pas compliquée, mais qui est proactive, qui est pragmatique, qui est dynamique. Puis on a vraiment une super relation déjà versus la région. Mais le poste d'adjoint parlementaire va me permettre aussi de travailler, par exemple, sur le plan montagne, qui est délégué dans toutes les régions du Québec. Je suis déjà en contact avec d'autres régions pour voir comment on va orienter ces investissements-là. Ça va permettre aussi de travailler sur la réalité motoneige, sur différents créneaux qui ont des retombées chez nous et qui font nos forces. Alors moi, bien évidemment, j'en étais ravi. Et puis, je le répète, moi, je travaille en ouverture, en collaboration. Alors, on ne se gêne pas pour la suite. On va se retrouver pour plusieurs beaux projets, c'est clair. Je voulais en profiter un peu avant de faire une lecture plus protocolaire sur l'axe touristique. Là, en début de semaine, on aura été un peu secoué par l'enjeu foresterie. On était en caucus spécial sur COP15 qui est à Montréal, puis on se comprend que dans le contexte puis la conjoncture internationale, avec la réalité climatique, les GES, la délégation du Québec pouvait s'exprimer publiquement avec M. Trudeau, avec Valérie Plante aussi, la mairesse de Montréal. Puis c'est certain qu'au niveau de la protection du territoire, le Québec veut être un acteur crédible. Alors, ceci dit, en cours de route, parce que je vivais le caucus en traversant la réserve faunique, et puis on a eu écho du papier dans le journal qui était peut-être un tantinet alarmiste. Ceci dit, on s'est mis tout le monde en mode solution, puis tu sais, dans le day-to-day, en temps réel en caucus, tous les députés ont ouvert le micro, et puis ça avait des répercussions jusqu'à La Violette Saint-Maurice, comté de René-Lévesque, puis tous les collègues en périphérie qui vivent aussi avec l'enjeu de foresterie ont clairement manifesté le besoin de travailler avec équilibre. Puis le message
même si on a retourné des appels jusqu'à 9h30, 10h le soir. Moi, j'ai appelé les gens de Bois-Saco, il était à 9h30, en m'excusant. Mais l'idée, c'était de leur dire, écoutez, le plan Caribou, c'est juin, juillet 2023. Les consignes sont claires. On va travailler en équilibre avec Maïté à la forêt, puis avec Benoît Charette à l'environnement. Ceci dit, on a descendu le DEFCON. Hein. On est en DEFCON 2, je pense. Les acteurs de l'industrie ont été rassurés. Et puis, on s'est engagé avec André Laforêt à travailler en collaboration. Au même titre, je vous dirais que pas plus tard que la semaine passée, on rencontrait les gens de Rio Tinto à Québec pour discuter justement des enjeux prioritaires qui touchent notre région, puis de l'importance qu'on a aussi d'amener tout ça avec transparence et puis équilibre. Alors, si vous me permettez, le poste d'adjoint implique aussi que je dois passer des messages plus techniques, d'annonces qui sont en lien aussi avec la thématique qui est très intéressante. Alors, vous me permettrez. Le tourisme au cœur de la vitalité régionale. Le titre de cet événement ne pourrait pas être plus juste. Le tourisme est un secteur économique important pour l'ensemble de nos régions. En 2019, puis imaginez-vous que c'est Caroline Proulx qui parle, là, elle est beaucoup plus blonde puis magnifique. Mais bon, en 2019, un sommet de 11,5 milliards de dollars en produit intérieur brut touristique aura été atteint. Lors de cette année, le tourisme était un des premiers secteurs d'exportation au Québec. Ici, dans la région, ce sont plus de 10 000 emplois et plus de 790 entreprises qui sont associées au tourisme. Alors, évidemment, lorsque la pandémie aura frappé, ça a fait mal à l'industrie de tout le Québec. Mais ce que ça a aussi démontré, c'est combien nos entrepreneurs touristiques sont des travaillants. Notre gouvernement a bien compris qu'en leur donnant le soutien et les outils nécessaires, on allait s'en sortir et relancer cette industrie. Ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de l'avenir du tourisme. Puis on parle de tourisme responsable durable. Vous avez probablement remarqué, comme nous, que les clientèles touristiques sont de plus en plus conscientes de leur impact sur les communautés et l'environnement. C'est une préoccupation que nous partageons, évidemment. La période de relance post-pandémique est devenue une occasion de penser l'avenir différemment et d'accélérer la mise en place de pratiques durables dans les entreprises touristiques du Québec. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre en œuvre le plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025. Nous travaillons, entre autres, à développer le tourisme de nature et d'aventure dans une approche d'écotourisme. J'en suis particulièrement heureux, car vous savez comme moi qu'il s'agit d'une de nos grandes forces dans la région et ça fait partie évidemment de notre identité, de notre personnalité touristique. Nous voulons aussi soutenir la transition vers une économie circulaire. Un investissement de 1,8 million de dollars a d'ailleurs été annoncé le mois dernier pour la mise en place de vitrines d'économie circulaire dans le secteur de l'hébergement touristique. Un des objectifs est de recenser, expérimenter et faire connaître les meilleures pratiques d'économie circulaire en contexte d'hébergement. L'Auberge des 21 à la baie, on parle de la baie, Sandra, fait partie de la première cohorte de ce projet. J'ai bien hâte de voir leur cheminement à travers cette démarche. D'ailleurs, on voit déjà des beaux petits projets qui prennent naissance avec le jeune couple qui ont pris la relève de M. Bouchard, qui a fait un travail extraordinaire pendant tellement d'années. Bref, au Québec, le virage vers le tourisme de demain est commencé. Plusieurs actions ont déjà été posées. Par exemple, un soutien de 11 millions pour l'élaboration de plans montagne avec lequel on va travailler, Julie, pour assurer la vitalité durable de nos destinations de montagne. C'est pas ce qui manque. Un soutien, un investissement de 8 millions pour donner accès aux entreprises touristiques au Fonds d'action québécois pour le développement durable. Une somme de 3 millions aussi à Ouranos pour soutenir l'adaptation du secteur touristique au changement climatique. Au niveau de l'innovation, il y a le virage numérique, un autre virage qui doit s'accélérer dans la région et au Québec, évidemment. C'est un sujet d'une grande importance pour l'industrie. En fait, c'est une priorité.
Aujourd'hui, les visiteurs s'attendent à vivre une expérience touristique simple et efficace à travers des outils de plus en plus technologiques. C'est pourquoi le numérique fait partie intégrante des actions ciblées par le ministère du Tourisme. Nous allons continuer d'agir pour stimuler la poursuite de la transformation numérique, soutenir la conception de contenus innovants pour enrichir l'expérience client et contribuer à une présence efficace sur le Web. Aussi, il faut encourager l'innovation. Nos entrepreneurs touristiques ont des idées plein la tête afin de développer une offre qui fait du Québec une destination, on le sait, unique. Nous avons des outils pour les appuyer en ce sens, évidemment. On pourrait parler, par exemple, de l'entente de partenariat régional et de la transformation numérique en tourisme. Le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique grâce auquel la coopérative La Solidarité du Cap-Jaseux a reçu récemment un soutien de près de 5 millions de dollars pour son projet de rendre le site accessible à l'année. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Je m'excuse, c'est long un peu, mais c'est nécessaire. Tu sais, Cap-Jaseux, c'est parti, si je me souviens, Priscilla, avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça a toujours progressé comme produit touristique majeur. Et puis, en cours de début de mandat, avec Daniel, on a travaillé avec le ministère des Transports aussi pour paver la route. Je pense que c'était quelque chose comme 7 km qui restait à paver pour être en mesure de permettre aux touristes d'avoir un accès plus confortable, plus sécuritaire. Puis après ça, à travers le programme PARIT, il y avait 5 millions de possibilités maximales au programme, je dirais, par région. Puis il est allé à Cap-Jaseux, la gang qui devait être ici, je les salue d'ailleurs. Salut Rebecca, salut vous autres. Et puis, je suis allé visiter encore récemment. J'en parle à Québec. Je parle des bulles dans la cime des arbres qui ont été installées là avec de l'ingénierie. C'est complètement magnifique, c'est complètement porteur. Puis avec ça, là, on parle d'emplois plus permanents. On parle d'un nouveau site de pêche blanche. Puis on parle d'infrastructures qui vont se développer puis qui vont vraiment avoir un apport très attractif. Des acteurs importants d'innovation, dont le MT Lab, avec le programme d'innovation touristique que nous avons mis en place en 2021, sont également là pour soutenir. Et on parle ici de développer un outil technologique pour faciliter le partage des ressources humaines entre entreprises touristiques, une solution innovante pour faire face aux défis liés à la fameuse rareté de la main-d'œuvre. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé une aide financière de 150 000 $ pour ce dernier projet. Puisque les besoins et les attentes de la clientèle sont en constante évolution, nous devons continuer d'innover pour faire en sorte que le Québec demeure aussi attractif. Finalement, le tourisme est un vecteur, on le sait, de développement économique. Et comme le tourisme d'affaires est une forme de tourisme les plus lucratives, on souhaite encourager sa relance. Un touriste d'affaires dépense 2 fois plus qu'un touriste d'agrément et permet un achalandage touristique toute l'année, ce qui viendrait à solutionner en partie notre enjeu ici dans la région de la saisonnalité du secteur touristique. Dès qu'un événement a lieu, c'est une multitude d'acteurs du milieu touristique et des secteurs connexes qui entrent en jeu et bénéficient des retombées. Planificateurs d'événements, hôtels, centres des congrès, restaurants, traiteurs, conférenciers, techniciens en audiovisuel, j'en passe. Ça fait partie de nos priorités et nous allons continuer de poser des actions. Mais pour réaliser tous les projets et atteindre les objectifs dont on vient de se parler, nous avons besoin de vous et de nos partenaires de l'industrie touristique. Je pense particulièrement à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, un partenaire incontournable pour nous dans la région, que je vous encourage à aller voir, à consulter si vous avez des projets de développement touristique. Nous voulons entendre vos idées, évidemment, et soutenir des projets de développement afin que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Québec demeurent évidemment des destinations incontournables avec toute la chaleur et puis tout l'accueil que ça implique. Je voulais simplement conclure parce que l'industrie touristique, c'est effectivement un moteur d'économie incontournable. Mais j'ai vu Carl Laberge tantôt aussi, puis on parle depuis un certain temps de grands projets,
du potentiel de Port-Saguenay. Mon père aura été débardeur à Saguenay Terminal. Je suis un fils de l'industriel. Et puis, M. Legault s'est engagé pour 117 millions pour des investissements d'infrastructures. Et puis, on m'a confirmé que le chèque était dans la malle. Maintenant, je ne crois pas que M. Legault investisse sur les infrastructures de Port-Saguenay sans avoir à l'esprit qu'il y a un projet qui probablement navigue. Là. Puis je ne sais pas, il y en a peut-être, les gens de la base sont là, mais je sais qu'il y en a qui viennent faire des tours d'hélicoptère. En tout cas, je pense qu'il y a un enjeu. On a parlé d'équilibre. Puis je conclus. Je pensais qu'il allait y avoir une toune de la famille Dufour qui allait m'expulser. Mais je veux juste dire que le tourisme, Port-Saguenay, l'enjeu dont on parle à Québec, c'est de s'assurer d'accoster en zone d'équilibre. Puis on a tous les outils pour arriver à faire du développement industriel, mais aussi se démarquer sur l'axe touristique. Voilà, c'est le message que je voulais livrer. Je m'excuse, je suis long, mais je vous remercie. Je vous remercie. Je suis vraiment heureux d'être avec vous autres aujourd'hui. Certains le savent peut-être, j'occupe le rôle de colonel honoraire à la base de Bagotville. Je salue mes amis de la base, mais aussi du spectacle aérien international de Bagotville qui se tiendra les 22 et 23 juin 2024. Il représente l'activité touristique générant le plus de retombées économiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec plus de 10 millions de dollars. C'est le plus gros spectacle aérien militaire au Canada. Il se déroule chez nous. Il faut en être fier. Je vous invite, vous tous, à vous approprier cet événement-là pour en faire une fête régionale. On rêve comme d'une rue Crescent à Montréal lors du Grand Prix, d'une rue Racine qui est animée par l'esprit du spectacle aérien. Surtout que l'édition 2024 sera mémorable en raison notamment des fêtes du 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne. Il y a des gens du spectacle aérien qui sont là. Si vous avez des idées, allez les voir. C'est le temps de penser à animer notre région et supporter ce spectacle aérien absolument extraordinaire. Notre base, c'est une grande richesse régionale, souvent méconnue. Et son commandant est peu connu du grand public aussi. Alors, je profite de l'occasion, tu pensais que j'allais t'oublier, hein? Je profite de l'occasion aujourd'hui pour rendre hommage à un homme de cœur qui prendra sa retraite le 17 décembre prochain après 41 ans de loyaux services auprès des Forces armées canadiennes. Le colonel Normand Gagné a pris le commandement de la base des Forces canadiennes de Bagotville à l'été 2019. À ce moment-là, il était loin de se douter qu'il allait devoir gérer une base en pleine pandémie, avec tous les défis que cette situation pouvait comporter afin de rester en opération malgré tout. Au cours de son mandat de 3 ans et demi, il a su établir une belle relation avec la région en s'impliquant avec la communauté dans divers organismes. Il a également tenu à forger des liens étroits avec la région en recrutant des personnalités locales pour agir comme ambassadeur des Forces armées canadiennes en tant que colonel honoraire comme moi. Certains de ses accomplissements méritent d'être soulignés, tels que l'ouverture d'un nouveau point de service de la garderie situé dans les quartiers des militaires, le spectacle aérien réinventé en 2021 qui s'est déplacé partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la contribution du Grand Défi Pierre Lavoie en 2022 avec une équipe de cyclistes et le passage du peloton sur la base. Le colonel Gagné, c'est quelqu'un de très humain, proche des gens, est toujours disponible pour ses troupes et la communauté. Je peux le témoigner, j'ai eu la chance de voyager avec lui en Roumanie pour visiter nos troupes en octobre dernier et vraiment, ce fut un 5 jours de grand bonheur. Merci pour toutes vos implications, commandant, et j'aimerais que l'on applaudisse le colonel Gagné. Alors, je vous invite à prendre place et d'écouter attentivement nos conférencières.
Madame Marlène Fortin, leader de pratique en tourisme, loisirs et culture chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui se spécialise en recherche et stratégie d'affaires appliquées au secteur du tourisme, des loisirs et de la culture. Cumulant plus de 25 ans d'expérience en gestion de projet, elle agit à titre de leader de cette pratique au sein du groupe Conseil Transformation des affaires de Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour Marlène. Bonjour. Ingrid Langevin, conseillère principale en tourisme, loisirs et culture au sein du groupe Conseil en transformation des affaires chez Raymond Chabot Grant Thornton depuis 2019. Après avoir agi à titre de coordonnatrice du tourisme et du tourisme sportif chez Promotion Saguenay, depuis 2004, vous avez été là longtemps chez Promotion Saguenay. C'est pour ça que tu riais tellement tantôt avec Priscilla Némé. Vous connaissez bien. Alors, je vous laisse la parole, les filles, et bonne conférence. Et je veux souligner aussi qu'il y a du monde du Lac-Saint-Jean ici. Vous savez qu'on aime ça, travailler régional, hein? Oui, oui. Patrick de Velgelbert qui est là. Merci, Patrick. C'est important de travailler Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et nous, la Chambre de commerce, on y tient vraiment à avoir une vision régionale. Alors, on est vraiment content qu'il y ait des gens du Lac-Saint-Jean qui se joignent à une activité de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Bonne conférence. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le tourisme, il fait partie de nos vies. Comme résidents, on est tous fiers de nos paysages, comme le fjord du Saguenay, le lac Saint-Jean, de nos activités aussi, comme la fabuleuse histoire d'un royaume ou encore la pêche blanche. Quand on est reconnu pour des gens qui avons le sens de la fête, on est reconnu également pour notre hospitalité, notre accueil chaleureux. Quand on reçoit de la visite, quand on reçoit des gens de l'extérieur, on sait les diriger vers nos coups de cœur. Au cours des 2 dernières années, en fait, la façon de faire du tourisme a radicalement changé. On assiste à une révolution dans le domaine du tourisme. La façon dont on a de consommer le territoire est complètement ou pas mal différente d'il y a à peine 5 ans. Alors, cette nouvelle façon de voyager oblige évidemment l'industrie touristique à s'organiser, à repenser différemment, puis à tenir compte des nouveaux facteurs. On en a parlé tout à l'heure, l'importance que prend le tourisme durable. Donc, c'est vraiment fondamental dans la façon de repenser nos modes de déplacement et de voyagement, mais aussi les technologies, par exemple. La possibilité d'intégrer davantage, de faire appel davantage aux technologies dans la façon de voyager. Alors, évidemment, loin d'être des changements négatifs, au contraire, ces changements constituent, selon nous, de véritables opportunités à saisir pour explorer les possibilités dans le développement de la région, mais aussi, puis c'est peut-être l'originalité qu'on souhaite apporter aujourd'hui avec vous, de voir en quoi c'est bon, évidemment, pour la vitalité de la région, mais aussi dans notre qualité de vie de tous les jours. Quand on entend, par exemple, qu'on a pavé l'accès à un territoire, ça profite évidemment aux visiteurs, mais ça profite aussi aux gens de la place. Alors, à travers notre conférence, nos panélistes et 5 tendances qu'on va explorer avec vous, on va se poser la question, réaliser à quel point c'est bon pour la vitalité, mais aussi pour notre qualité de vie. Alors, quand on pense que ce soit pour des chalets en bois rond, une résidence de luxe en passant par un condo en plein centre-ville, l'offre de propriétés à louer a considérablement explosé au cours des dernières années. On parle qu'en 6 ans, l'offre a littéralement doublé. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'échappe pas à cette tendance. Dans les dernières années, on a aussi connu une offre qui a doublé pour atteindre à peu près 1000 unités de location enregistrées officiellement. Donc, vous savez, les résidences de tourisme, ça se situe à mi-chemin entre le chalet familial et l'hôtellerie traditionnelle. En quelques clics, les touristes peuvent dénicher facilement la perle rare et trouver son petit coin de paradis au centre-ville, à la campagne ou en pleine nature. Les plateformes de réservation comme Airbnb, VRBO simplifient le modèle d'affaires et permettent la rencontre d'acheteurs et des vendeurs où qu'ils soient au Québec ou sur la planète. Bien souvent, les résidences de tourisme offrent la capacité d'hébergement dans des milieux où on ne trouve pas forcément d'hôtels ou d'auberges où la capacité est plus limitée.
Alors, les résidences de tourisme permettent ainsi d'attirer des nouvelles clientèles qui ne seraient pas nécessairement allées en hôtellerie traditionnelle, mais qui recherchent avant tout un art de vivre. Être en plein cœur de l'action, au centre-ville, proche des événements, ou encore au bord d'un lac, au pied des pentes de ski, pas tellement loin du réseau des sentiers de motoneige. Alors, donc, bref, les occasions multiples d'aller vers ce type de résidence-là. Alors, évidemment, ça fait en sorte qu'en étant plus proche comme ça dans les milieux, ça nous permet de côtoyer des gens de la place, de vivre à leur rythme, mais aussi de fréquenter leurs épiceries, de commander chez les traiteurs, de fréquenter les restos, les marchés publics. Bref, de laisser des dépenses additionnelles dans le milieu. Le temps qu'on passe aussi dans ces résidences-là peut aussi s'allonger à la faveur, par exemple, du télétravail, dans la mesure, évidemment, où on a une bonne connexion Internet, autant que possible, haute vitesse. Ce qui force, vous aurez compris, évidemment, les propriétaires de ces résidences-là à se mettre à niveau et à évidemment, répondre aux besoins. Alors, exemple d'impact pour le milieu, évidemment. Donc, on améliore la découverte du territoire, on permet la découverte de petits milieux, de petites communautés et évidemment de provoquer ces rencontres-là entre visiteurs et gens de la place. On vient vous parler de résidences de tourisme, puis on va vous parler un petit peu de camping. Contrairement à la pratique de certaines activités comme le golf, le ski, le camping a eu un regain de popularité au cours des dernières années. C'est probablement dû au fait que la pratique s'est démocratisée, puis aussi s'est diversifiée, avec entre autres l'apparition du fameux prêt-à-camper ou de l'hébergement insolite. D'ailleurs, on va souligner dans la région 2 réussites qu'on a avec cette pratique-là. Je pense à Coolbox, une entreprise de Saint-Prime qui est rendue un petit peu partout au Québec, puis peut-être même à l'extérieur du Québec, avec ses solutions de prêt-à-camper. Également, Imago Concept, une entreprise de Saint-David de Falardeau, avec les yourtes, les tentes, toutes sortes de... Je parle de yourtes, mais ils ont également d'autres types de tentes là, qui sont également, qu'on retrouve également un peu partout au Québec, dans les parcs, dans les campings. Si la pratique de camping a eu un regain de popularité, si on veut, c'est parce qu'il y a eu un changement générationnel. De plus en plus de jeunes pratiquent le camping. On pense jeunes, on pense camping, on pense que les jeunes font du camping en tente à terre, mais il faut se détromper. On constate quand même une grande part de jeunes propriétaires de véhicules motorisés. Si on vous parle des jeunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils travaillent, en fait, ils voyagent d'une façon complètement différente des générations précédentes. Donc, c'est des gens qui vont moins dans les grandes villes, qui sont moins planifiés d'avance également. Bien sûr, ils consultent beaucoup l'Internet, là, on s'en doute, puis ils vont chercher des meilleures offres sur Internet, puis ils vont regarder aussi ce que les commentaires des gens. Donc, ils sont quand même, les influenceurs, là, ils se font influencer de cette façon. De cette façon-là. C'est des gens aussi qui veulent apprendre en voyageant. Donc, on a besoin de leur proposer des activités d'apprentissage pour qu'ils repartent aussi avec un bagage supplémentaire. Puis, ils vont privilégier également l'achat local. Un autre phénomène en camping, puis vous l'avez sûrement constaté sur nos routes ici ou ailleurs, le phénomène van life. Donc, c'est les motorisés là, un petit peu plus petits. On voit ça au Québec, mais c'est un phénomène qu'on voit aussi en Amérique du Nord. Les ventes de ce type de véhicules-là explosent. Au Québec, on parle de 2 ans d'attente là, pour se procurer un de ces véhicules. Les adeptes de van life, c'est des gens épris de liberté, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin également d'être à proximité de la nature. Dans leur recherche de liberté, c'est des gens aussi qui exigent beaucoup de flexibilité. Donc, flexibilité dans le choix d'un emplacement de camping. C'est pour ça que parfois, on en voit stationner en bordure des routes, là où il y a des belles vues, ou encore dans des centres-villes, dans des lieux patrimoniaux avec un intérêt visuel intéressant. Donc, c'est sûr que ça peut apporter certaines préoccupations pour les villes qui les accueillent. Donc, on peut penser, par exemple, juste à la cohabitation, la gestion des matières résiduelles ou encore de l'eau. Certaines villes au Québec, qui, plutôt qu'interdire la pratique, parce que c'est quand même très répandu, vont plutôt l'encadrer. Donc, on va voir des stationnements réservés pour ces gens-là, de la limite aussi, limité dans le temps, des aménagements qui apparaissent comme des tables, des chaises, des poubelles pour leur permettre un peu d'occuper les lieux puis de laisser ça dans des bonnes conditions.
Donc, oui. Alors, aussi, on fait des ententes avec des commerces pour la gestion des eaux, les douches, les toilettes et tout ça. Les touristes aujourd'hui, les campeurs veulent également être connectés. Donc, ils s'en vont en camping dans le fond du bois, mais ils veulent quand même avoir une connexion Internet. Donc, ça amène une pression, si on veut, de la part des gestionnaires de camping pour ramener le réseau cellulaire un petit peu plus loin dans le bois ou dans la forêt. Et lorsque c'est possible, bien, ça contribue aussi à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens parce qu'on a une meilleure connexion Internet et bien, ça rehausse également la sécurité. Donc, le camping, l'impact que ça a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on sait qu'on est dans une région de camping et de plein air, donc une communauté plus jeunes, en fait, des touristes qui sont plus jeunes, mais également des gens qui vont rechercher des endroits interconnectés, puis de la connexion Internet. Alors, je ne sais pas pour vous, mais la pandémie, avec le confinement, ça a fait en sorte qu'on a peut-être fait le plein de séries Netflix, on s'est mis à jour. Puis à travers ça, bien, on a écouté toutes sortes de choses, mais ça a aussi déclenché, je dirais, un phénomène, une tendance qu'on observe ces jours-ci. C'est toute la question de planifier ses voyages en fonction d'une série, d'un paysage, d'une destination. On veut aller parce qu'on veut aller sur place. Alors, donc, on veut se retrouver, on a été marqué par ces éléments-là. Mais qu'est-ce qui fait, finalement, que quand on revient de vacances, on a été marqué particulièrement par un paysage, par un lieu, par une placette? Bien, il y a plusieurs éléments qui, je dirais, qui concourent à ça. Alors, évidemment, qu'on soit en milieu naturel ou qu'on soit en plein centre-ville, ça prend évidemment une signalisation, chemin d'accès, tout ça, il faut établir un encadrement. Ça prend aussi de l'entretien, des sanitaires, services évidemment de repas, autant que possible des produits du terroir. Mais fondamentalement, ça prend une mise en scène. Les gens aiment se faire raconter des histoires. Alors, quelle est l'histoire du lieu? Ces gens, ces légendes, est-ce qu'il y a des faits troublants? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se sont passées? Alors, évidemment, vous avez en tête tous la petite Maison-Blanche. Évidemment que le Québec en entier est imprégné, évidemment, dans l'imaginaire collectif. Alors, évidemment, la mise en valeur de ces lieux-là, que ce soit fait de façon simple ou spectaculaire, mais dans un narratif qui fait du sens, ont généralement pour effet de créer un marqueur encore plus fort dans l'esprit des visiteurs. Puis une des façons, justement, de dynamiser ces lieux-là, de les spectaculariser, c'est à travers ce qu'on appelle le placemaking, donc cette gestion-là, finalement, de lieux publics, de places publiques, qu'ils soient en milieu naturel ou en plein centre-ville, qui permet finalement d'établir un aménagement à l'image des gens de la place pour favoriser la réappropriation. Donc, on puisse, que les gens de la place puissent s'approprier ces lieux-là, mais aussi les gens attirent les gens, que les visiteurs aussi aient le goût de s'y retrouver et d'établir des interactions avec les gens de la place. Alors, donc, le flux de ces visiteurs-là, évidemment, fait en sorte que ça entraîne un achalandage et des retombées dans les commerces de proximité. Puis souvent, l'intégration de l'art et du design dans ces places-là ajoute à l'esthétisme des lieux. Alors, on pense par exemple de faire appel à des artistes locaux, de recycler des matériaux, de valoriser des éléments du patrimoine, comme par exemple de convertir des églises dans d'autres vocations pour en faire des lieux publics, des lieux plus ouverts. Alors, tous ces éléments-là, finalement, contribuent à valoriser des sites et à faire en sorte que les gens de la place, le milieu, se réapproprient des lieux qui favorisent des rencontres et des interactions avec les visiteurs. La quatrième tendance dont on va vous parler, c'est l'éclatement des événements. Donc, on le sait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a le sens de la fête, il y a des événements sur 4 saisons, il y a toujours quelque chose à faire. Un événement avant qui gagne en popularité auprès de la population à l'extérieur de la région, il faut d'abord que les gens d'ici se l'approprient. Donc, avec le COVID, là, il y a quand même les organisateurs d'événements, de festivals et tout ça ont eu une opportunité
de réajuster un petit peu leur offre. Donc, à travers le COVID, il s'est développé différentes nouvelles tendances, dont l'art de surprendre. Alors, ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que les organisateurs d'événements ont voulu vraiment créer là, des moments particuliers, entretenir un peu le suspense auprès de leur public. Par exemple, avec des prestations surprises où un tel artiste n'était pas affiché, mais avec une prestation de cet artiste-là, ou encore en utilisant des lieux, je dirais, insolites pour tenir un événement. Dans la région, il y a plusieurs exemples. Celui qui me vient en tête, c'est peut-être le Festival Regard, avec, entre autres, les projections sur des écrans de neige. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu inattendu, et ça l'entretient un peu le côté suspense puis l'engouement des festivaliers. Donc, il n'y avait jamais de moment plus mort. Les gens sont toujours un peu sur le qui-vive. Également, avec la pandémie, on a vu arriver des événements plus petits, des thématiques un petit peu plus précises, ou encore des festivals qui avaient l'habitude de se dérouler, par exemple, en hiver, où, à un moment donné, ils ont décidé d'organiser un festival en été, par exemple. Donc, de faire une thématique plus petite, ça leur permet d'aller chercher une nouvelle clientèle, de fidéliser aussi la clientèle qu'ils ont déjà. Également, ça leur permet de... Voyons, excusez-moi, j'ai comme un blanc. Donc, c'est ça, d'acquérir du public. Ou aussi, c'est ça ce que je voulais dire, ça stimule aussi les ressources au sein du festival. Donc, d'avoir organisé quelque chose à l'extérieur du cadre, bien, c'est toujours stimulant pour l'équipe. Ça fait travailler les gens plus longtemps aussi. Oui, exactement. Je ne peux pas vous parler d'événements sans vous parler de tourisme d'affaires. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le tourisme d'affaires, il y a beaucoup de retombées économiques qui sont associées à ça. François, tantôt, nous parlait de nuitée. Donc, quand quelqu'un vient ici par affaires, va passer une nuit à l'hôtel, il va dépenser une nuitée. La proportion des nuitées associées au tourisme d'affaires est quand même importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec la reprise du COVID, là, les destinations sont toutes en mode reconquête. Il y a beaucoup de compétition entre les destinations d'affaires au Québec, Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup. Tout le monde veut se réapproprier cette clientèle-là. Donc, ça amène les hôteliers, les destinations à être de plus en plus créatifs pour aller chercher des événements d'affaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient travailler avec les talents locaux. C'est une façon qu'on a de démontrer qu'on est unique. Donc, aller chercher nos talents locaux, nos produits régionaux ici. Donc, on vient vraiment travailler avec la fibre de la région. Tout ça, il y a aussi le numérique, j'allais l'oublier, le numérique est de plus en plus important là, dans les événements. Donc, qu'on soit dans un festival avec le bracelet électronique, ça facilite la vie des festivaliers. Lorsqu'on est en congrès, le numérique, ça peut être l'application qu'on a pour suivre un peu la programmation ou encore les événements hybrides qu'on a connus puis qu'on connaîtra probablement encore d'ici quelques années. Ce que ça a comme impact dans nos vies, le tourisme, les événements, c'est-à-dire c'est que ça stimule la créativité. Là, on pense peut-être que la créativité est stimulée dans les gens qui travaillent dans l'industrie touristique, mais parfois on fait affaire avec des gens en audiovisuel, des décorateurs, puis on veut faire des choses qui sont complètement différentes. Donc, ça vient stimuler cette créativité-là. Puis en plus, bien, ça met en valeur les talents régionaux. On ne peut pas vous parler de tourisme, de tendance en tourisme sans évoquer le tourisme responsable, le tourisme durable. Donc, de plus en plus, on dit qu'il y a eu un sondage en 2018 par Booking. 87 % des gens disaient qu'ils avaient envie de voyager autrement, de réduire un petit peu l'impact de leur voyage, de leur déplacement. Un bon exemple, par exemple, comme l'événement d'aujourd'hui, compensé en crédit carbone. Il y a des agences de voyage maintenant qui proposent des solutions, des forfaits où est-ce qu'on compense justement les crédits carbone. Donc, c'est déjà des éléments qui commencent à être introduits dans l'offre. Le tourisme durable, le leadership de ça doit être pris par les gouvernements, par les associations touristiques, par les destinations. On doit sensibiliser autant notre écosystème touristique, nos membres, les hôtels, les attraits touristiques. On doit également proposer des solutions éco-responsables et aussi, bien, on doit sensibiliser les touristes parce que oui, ils veulent, mais il y en a une certaine partie qu'on doit sensibiliser à émettre moins d'émissions ou de retombées néfastes là,
par rapport à leur déplacement. Dans les critères, on va voir apparaître aussi dans les critères de recherche de plus en plus de gens qui vont rechercher des destinations qui offrent une offre éco-responsable. Les gens aussi vont compenser, un peu comme on vient de dire ici avec l'exemple d'aujourd'hui, vont essayer de réduire aussi leur empreinte environnementale. Une autre tendance avec le tourisme durable, responsable, voyager mieux, c'est le slow travel ou le tourisme lent. En fait, les gens vont s'attarder plus longtemps dans un lieu pour le découvrir. Plutôt que de rester 4-5 heures, de visiter les 2-3 attraits les plus majeurs de la ville, bien, on va décider peut-être de s'y établir pour 3-4 jours, de découvrir non seulement les attraits touristiques, mais aussi de vivre un petit peu comme un local. D'ailleurs, on en parle depuis le début, mais donc c'est ça, ça permet une nouvelle sorte de tourisme qui est super intéressante également. Dans ce courant-là, on peut parler aussi de l'étalement des saisons touristiques. Là, auparavant, on voyait le tourisme surtout en été, à l'automne aussi. Dans la région, on est chanceux, on a une belle offre hivernale. Mais tout ça va être amplifié au cours des prochaines années. Donc, on va essayer d'avoir une offre sur 4 saisons pour peut-être aussi limiter les effets du surtourisme. Vous savez, quand on arrive dans un endroit qui est déjà bondé, bien, on peut inciter les gens à revenir à un autre moment, un moment dans l'année où c'est plus tranquille. Puis en plus, bien, ça nous permet de découvrir la région sous un autre œil. Puis c'est aussi excitant de visiter l'hiver. François en a parlé aussi tout à l'heure au niveau de l'économie circulaire en tourisme. On va voir des initiatives apparaître au courant des prochaines années. Donc, c'est tout un courant là, qui est en train de s'installer. Comment optimiser le cycle de consommation touristique peut-être en permettant de réutiliser certaines ressources ou d'utiliser du matériel différemment. On pense à la location peut-être plutôt que de l'acquisition de matériel de plein air, pour ne nommer qu'un exemple. Donc, d'utiliser des ressources locales, par exemple, l'approvisionnement local aussi, c'est tous des éléments qui contribuent finalement à faire en sorte que dans la pensée circulaire, dans cette approche circulaire, on réduit évidemment les traces, mais on laisse globalement des effets plus bénéfiques aussi au milieu, plutôt que d'être dans une approche je dirais, de retirer des ressources, là. Les impacts du tourisme durable au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, plus on va voyager de façon durable, mieux on va voyager, bien, on va pérenniser notre destination, donc on va la rendre accessible encore plus longtemps à tout le monde. Puis en même temps, bien, ça nous permet d'être authentiques parce que maintenant, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent nous voir de façon authentique. Ils veulent voir comment on vit. Ils veulent vivre cette vie-là avec nous. Donc, voilà pour les impacts du tourisme durable. Alors, en résumé, comme vous avez pu le voir, le tourisme, c'est pas juste une question de vitalité pour les entreprises touristiques, mais ça peut aussi avoir un effet sur votre qualité de vie en termes d'améliorer l'accès au territoire, de favoriser sa découvrabilité, découvrir les communautés, améliorer la connectivité aussi sur le territoire, se réapproprier les espaces, favoriser la créativité, mettre en valeur les talents locaux et la liste pourrait s'allonger encore davantage. Alors, écoutez, après ce petit tour d'horizon, on aimerait maintenant, on va se retourner vers nos panélistes qui ont assisté à la conférence avec nous. Excellent. Pour voir si fondamentalement, comment ça se vit finalement sur le terrain, dans les entreprises, pratiquement, comment les choses se passent. Est-ce qu'effectivement, les gestes qu'on pose, non seulement on n'en doute pas, c'est bon pour la vitalité de la région, mais est-ce que ça a aussi un impact dans la qualité de vie des gens? Alors, je m'approche de mon premier panel avec Julie, avec Marc-André. Alors, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Julie, pour toi, en quoi l'industrie touristique valorise la vitalité de la région? Si tu as à penser à quelques éléments à haut niveau, là. Pardon. Pour moi, l'industrie touristique, et pas juste pour moi, mais je pense que l'industrie touristique est le gardien d'un patrimoine matériel et immatériel. On est une vitrine de ce qui est notre identité, de ce qui est nos valeurs, de ce qui est aussi des éléments qu'on veut garder
pour le futur. C'est autant des lieux que des savoirs, que des apprentissages ou même des légendes, des récits qui sont en fait l'identité propre du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de peu importe la destination où on se trouve. Aussi, il a été mentionné justement dans la présentation, l'industrie touristique a souvent été un vecteur pour donner accès à des territoires qui sont parfois un peu plus inaccessibles ou qui recèlent, je vais dire, un potentiel intéressant, mais qui n'ont pas une densité de population, si on veut, dans certains territoires. Mais des fois, justement, ces lieux-là ont un appel extraordinaire pour la clientèle touristique et ça donne accès pas seulement pour les touristes, mais aussi pour la population locale à ces lieux-là. Et en terminant, ou c'est une fausse conclusion parce qu'il y en aurait long à dire, mais je pense aussi que le fait que l'industrie touristique parfois permet la mise en place d'infrastructures, d'infrastructures culturelles, d'infrastructures de plein air, des infrastructures qui font que dans une communauté, on peut tout à coup avoir des arguments d'attractivité, même pour les gens qui veulent venir habiter dans les communautés. Souvent, en fait, l'industrie touristique est utilisée comme carte de visite pour toutes les activités d'attractivité puis de rétention ou de sollicitation de main-d'œuvre et tout. Donc, c'est pas trivial, c'est pas accessoire, l'industrie touristique. C'est vraiment la vitrine, encore une fois, de ce qu'on est comme région. Puis ça vaut la peine d'en prendre soin, mais aussi d'y contribuer et de faire des mariages avec cette vitrine-là. Bon point, intéressant. Alors, c'est vrai que quand on a été marqué par un territoire, on a peut-être le goût d'y revenir, mais on a peut-être le goût de venir s'y établir aussi pour travailler puis occuper des emplois dans les entreprises. Merci, Julie. Marc-André, pour toi, qui est un grand connaisseur, évidemment, de toute l'approche de développement durable, en quoi le développement durable en tourisme contribue à la vitalité des régions? Bien, en fait, pour moi, je pense que le tourisme a le potentiel d'être une locomotive pour la région, pour les régions, d'être un moyen d'aller plus loin, d'améliorer la vitalité sociale et environnementale. Puis concrètement, ce que ça veut dire, je vais prendre l'exemple de la baie. Donc la baie, la rivière Hamas, une rivière saumon, il n'y avait plus de saumon dans cette rivière-là. Le Bexy aussi, qui est pas loin, c'est un centre avec plusieurs kilomètres de sentiers pour le ski de fond, la raquette, la randonnée, qui faisait faillite. Et donc ces deux éléments-là, c'est en train de se défriter, donc plus de population de saumon, plus de sentiers qui étaient accessibles pour la population. Le moyen qui a été trouvé pour rendre ces éléments-là durables, c'était le tourisme. Le tourisme est devenu le moyen, la locomotive pour restaurer d'une manière durable la population de saumon de la rivière Hamas, qui par 2 fois a été complètement effacée, donc avec l'industrie, les pratiques d'industrie du bois à l'époque, à ça le déluge en 96. Donc c'est vraiment le camping Jardin de mon père et les efforts touristiques qui ont permis de soutenir cette population-là, donc de restaurer l'environnement, de restaurer des milieux naturels et fauniques. Et au niveau du Bexy, c'est vraiment tout le volet qu'on fait aussi avec Okwari. Donc, le Bexy qui a fait faillite en 2006, donc on allait perdre tous ces éléments-là. Donc, c'est devenu un moyen. Et je pense que quand on pense à tout ce qu'on a dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages, on peut voir le tourisme comme étant une locomotive, un moyen pour aller de l'avant, puis de permettre d'avoir une belle vitalité dans notre région, dans nos municipalités. Puis, dans le sujet de l'air du temps, de sauver la biodiversité aussi. Alors, tout à fait. Puis même, il y a des beaux exemples qui se font au Québec, mais si on regarde à l'international aussi, comme le Costa Rica, c'est plus de 30% du territoire qui est protégé. Et comment ils font après ça pour vivre? Mais c'est la vitalité de l'écotourisme qui est là-bas, qui est un beau modèle. Et je pense qu'en ce moment, avec la COP 15, il y a beaucoup de discussions qui se font sur les aires protégées. Et comment est-ce que ces aires protégées-là peuvent quand même avoir une durabilité puis une rentabilité jusqu'à un certain point? Parce qu'il faut se rappeler qu'on parle de développement durable, il faut préserver l'environnement, il faut préserver un tissu social, mais il faut aussi être capable de vivre. Et donc, il y a une durabilité. On va dire souvent, le social, c'est l'objectif, l'économie, c'est le moyen, puis l'environnement, ça va être la condition. Et il faut garder ça en tête, je crois. Julie, je me retourne vers toi. Vous avez travaillé fort cette année pour produire votre document, l'itinéraire vers l'itinéraire stratégique de la destination, donc où tout ça se fait sous le signe là, du développement durable. Vous avez vraiment mis cette valeur-là centrale dans vos actions. Peux-tu justement nous parler peut-être de
2 ou 3 actions qui, selon toi, vont être bonnes pour la vitalité de la région, mais surtout avoir un impact sur la qualité de vie des gens? Oui, effectivement, on s'est doté d'une vision, en fait, jusqu'en minimum 2040, pour se projeter vers où notre destination devrait aspirer à être dans cette perspective-là. Et en fait, non seulement on vise le développement durable, mais on vise ce qu'on appelle le tourisme régénératif. Et le tourisme régénératif, si je le simplifie à son minimum, c'est de se dire, en fait, que le touriste, quand il quitte la destination, il la quitte dans un meilleur état que quand il est arrivé. Donc, sa contribution a été non pas neutre, mais positive à la région. Donc, ça suppose une implication, ça suppose une action concrète, autant du touriste que de l'entreprise, pour proposer des moyens, mais finalement que le touriste, lui, se sente partie prenante de l'avancée, je vais dire, de notre destination. Puis, dans cette lignée-là, dans le fond, puis la liste très longue, là aussi, de projets innovants ou intéressants, mais il faut comprendre que dans les derniers mois, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a réalisé une étude sur la valeur économique et sociale des paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une étude qui va être lancée ou dévoilée en janvier prochain. Et cette étude-là, c'est un outil extraordinaire qui nous permet de comprendre, en fait, que les paysages, la vitrine, le placemaking que tu parlais tout à l'heure, est en fait un outil ou un atout extrêmement important, non pas à regarder dans un écrin doré à ne jamais toucher, mais à prendre en compte dans toute décision de développement qui se font. Donc, de voir s'il y a des paysages qui sont déterminants pour notre destination, autant en termes d'icônes que de sa valeur écologique, et de voir par la suite comment est-ce qu'on peut développer, assurer un développement économique viable, comme Marc-André mentionnait, mais un développement économique sain, qui pense aux générations futures, et on est en train de développer, en fait, un outil de l'aide à la décision pour les décideurs économiques. Également, François en a fait mention tout à l'heure de la stratégie montagne. On est en train de développer, en fait, des outils qui vont nous permettre de comprendre la réalité des secteurs de montagne qui sont particuliers, qui sont très tributaires des changements climatiques et qui sont aussi nos icônes. On a juste à penser au massif des Monts-Valin qui sont notre carte de visite hivernale en grande partie, mais qui vit des enjeux. Tout à l'heure, on parlait de surtourisme avec Ingrid. Il y a des enjeux, des fois, d'occupation de ces territoires-là, mais il y a aussi des potentiels qu'il faut qu'on mesure. Donc, bref, avec des outils comme ceux-là, on va pouvoir doter la destination d'une vision éclairée de où on doit aller, puis de faire des actions communes qui viennent contribuer, je vais dire, concrètement à la vitalité des localités, dans le fond, puis des communautés qui sont situées dans ces territoires-là. Ce ne sont que 2 exemples, mais il y en a 1 million. Mais, tout à fait. J'aimerais beaucoup avoir 25 minutes pour te dire tout ce que j'ai à faire. On vous réinvitera, on fera une suite partie 2 l'an prochain. Oui, parce qu'on avait aussi la richesse humaine qui est un enjeu important, puis que j'aurais beaucoup aimé parler. On a des représentants des établissements d'enseignement, puis je pense qu'il y a un maillage intéressant à faire avec eux, et on a un projet en élaboration présentement, en ce sens. Parlant d'activités iconiques, je me retourne vers Marc-André, la pêche blanche. Alors, ça aussi, c'est une activité qui est très populaire dans le coin, mais aussi fort intéressante pour les visiteurs. Mais Marc-André, toi qui, avec Contact Nature, qui vous êtes fait confier la gestion de cette activité-là, y a-t-il 2, 3 activités là, pour lesquelles vous avez, je dirais, mis des actions en place pour assurer justement la pérennité, faire en sorte que ton garçon, plus tard, puisse lui-même perpétrer la tradition puis aller faire la pêche blanche? Bien, c'est sûr que la pêche blanche, c'est fort à la baie, c'est fort pour la région. Et un des défis, c'est vraiment je vais dire, il y a 2 éléments. Là. Il y a la concertation des acteurs du milieu. Il faut savoir, c'est quand même en 2 mois, là, c'est 7 millions de retombées économiques, c'est plus de 180 000 jours visites. Ça, c'est juste pour la baie. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde, c'est beaucoup de trafic. Puis tout le monde à la baie est interpellé. Je sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a une problématique, François, il reçoit des appels. Tous les élus de la baie reçoivent des appels. Donc, j'ai un rôle très important avec Contact Nature de faire de la concertation des utilisateurs, des pourvoyeurs, des commerçants,
temps. Et on a réussi à le mettre en place. Évidemment, c'est pas parfait parce que c'est beaucoup de monde. Mais au moins, vous parlez. On se parle, on a un système de gouvernance qui est quand même assez agile, je veux dire qui est bienveillant aussi, qui fait en sorte qu'on est capable d'avancer, puis je pense que c'est un succès. Puis on le voit, on est parti d'un moment où c'était assez chaotique, il y a beaucoup de crises, on est parti de 1000, mais avant qu'on le prenne, c'est un peu plus de 1000, c'est descendu à 700 cabanes. On l'a repris dans un moment où c'était assez difficile. Et là, aujourd'hui, on est obligé de fermer. Là, on est à 1200 cabanes. Ça se vend en dedans de 30 minutes, là, donc ça va très vite. Donc, il y a un engouement qui est là, puis c'est assez populaire. Le deuxième point par rapport à la durabilité qu'on a mis en place, puis qui est un défi constant, je veux dire, c'est l'esprit d'équipe multidisciplinaire et sectorielle. Donc, il faut se comprendre que c'est sur les glaces, il y a 300 pieds d'eau en dessous, il y a de la sécurité, il faut faire des suivis avec la pêche. Donc, on parle, si on veut des poissons dans 20 ans, il faut bien faire attention à combien qu'on pêche, à combien de poissons qu'on pêche. Donc, il faut que Contact Nature va travailler avec les ministères Fonds de forêt et parcs, pêche, environnement et fonds maintenant. On va travailler avec Pêche Océan Canada, avec la municipalité, les incendies, la garde côtière, les pourvoyeurs, la Chambre de commerce. Donc, mais on est capable de mettre en place un esprit d'équipe. C'est comme un petit village qui arrive pour 2 mois, puis tout le monde se mobilise. On a un objectif commun qui est là. Et ça, c'est un travail continu que je dois faire avec mon équipe. On a réussi à le mettre en place. Et on accueille des gens chez nous. Le tourisme durable, foncièrement, c'est oui, on va visiter, mais quand on va visiter quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous accueille. Et cet accueil-là, elle doit être structuré, réfléchi. Les touristes vont aller utiliser des infrastructures publiques qui sont payées par des fonds publics. Il y a beaucoup de fonds publics qui viennent là-dedans. Donc, c'est important que ça soit considéré puis qu'on ait une vision globale de la chose et non pas en silo, non pas sectoriel, mais multisectoriel. Alors, finalement, même si on va là pour avoir du plaisir, il faut penser qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en amont derrière ça. Il y a tout un travail de professionnalisation que vous avez fait pour assurer la pérennité. Merci, merci Marc-André. On va passer à un prochain sujet avec Isabelle et David. On va parler d'innovation et de virage numérique. Isabelle, après 35 années d'existence, la Fabuleuse a sûrement contribué à la qualité de vie des citoyens et à la vitalité de la région. Peux-tu nous expliquer comment? Bien oui, J'ai pas de son. Essaye un autre micro. Je ne sais pas lequel prendre. Donc, effectivement, la Fabuleuse, cet été, on fêtait les 35 ans quand même d'existence de la Fabuleuse Histoire d'un royaume. Dès le début, c'est un projet qui était communautaire. Donc, l'auteur, M. Justin Bouchard, ce qu'il voulait, c'est faire connaître notre culture, faire connaître notre histoire. Donc, oui, c'est notre histoire qui est connue. C'était à chaque année plus de 140 comédiens bénévoles. En date d'aujourd'hui, 35 ans plus tard, il y a plus de 2000 personnes qui ont passé dans la troupe de la Fabuleuse. On a un taux de rétention quand même de 80 à chaque année. Donc, pour vous donner un exemple, c'est vraiment comme un club social. Les gens qui rentrent dans la Fabuleuse n'en sortent plus ou n'en sortent très tard. Donc, plus de la moitié de la troupe est là depuis plus de 15-20 ans. Les gens restent, les gens demeurent parce qu'on en fait un grand club social. Ils viennent s'amuser, ils viennent socialiser. Oui, on a la volonté et le plaisir d'être sur la scène, de faire connaître notre histoire aux gens de l'extérieur parce que 85 des gens qui sont dans la salle proviennent de l'extérieur de la région. Mais tout d'abord, ils viennent socialiser en famille, entre amis. On en a, j'ai des exemples, d'Oissois, c'est la famille complète qui est là. Les grands-parents qui amènent les petits-enfants jouer avec eux sur la scène. Donc, c'est vraiment, le côté social est très, 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 très fort pour les résidents, donc pour les citoyens de Saguenay, de tout Saguenay. Donc, la Fabuleuse a pris une place importante. Faire connaître notre histoire, je l'ai dit tantôt, donc notre culture, je pense que c'est important. C'est l'histoire du Saguenay. Oui, un peu du Québec, mais principalement qui on est du Saguenay, d'où on vient. Donc, c'est encore ça, le cœur de l'histoire de la Fabuleuse. Et par défaut, je ne pourrais pas passer à côté des retombées économiques que génère la Fabuleuse dans la région. Donc, tantôt, je parlais de 85 des clients, donc en moyenne 30-35 000 spectateurs par année qui viennent ici pour voir la Fabuleuse. Donc, ça veut dire qu'ils mangent dans les restaurants, qu'ils dorment dans les hôtels, dans les Airbnb ou dans quelques hébergements que ce soit. En 2019, on avait mis nos statistiques à jour. On a généré 85 000 nuitées en un été, 6,5 millions de retombées économiques. Donc, oui, la Fabuleuse, c'est encore un moteur économique qui est important. Si les gens viennent ici, ça veut dire qu'ils dépensent. Ils vont aller après ça voir un plus petit attrait, aller voir quelque chose d'inusité par la suite. Donc, ça permet de circuler dans la région. Puis, la Fabuleuse a beaucoup de retombées. Sans compter toute la pouponnière de talent que vous représentez. Définitivement. David, Véloroute des Bleuets. Peux-tu nous expliquer un peu les effets structurants de la Véloroute des Bleuets là, sur la communauté de la région, sur les communautés de la région? Oui, bien, d'un point de vue économique,
La véloroute des Bleuets, c'est d'abord un modèle de gouvernance qui a permis à l'ensemble des municipalités autour du lac Saint-Jean de s'unir et de répartir équitablement le financement nécessaire à la construction de la véloroute des Bleuets, de manière à ce qu'un petit village comme Sainte-Jeanne d'Arc, les habitants de Sainte-Jeanne d'Arc ne payent pas plus et puissent avoir accès aux mêmes infrastructures que les citoyens d'une ville comme Alma, qui a une richesse foncière beaucoup plus importante. Donc ça, c'était vraiment une volonté d'équitabilité afin de générer des retombées économiques, puis une infrastructure aussi pour le milieu. À l'époque, dans les années 80, d'ailleurs, c'est plus que le lac Saint-Jean qui a pris cette orientation-là. C'est vraiment lors d'un sommet économique régional que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a priorisé cette infrastructure. Ça a généré quoi? Des retombées économiques importantes. Actuellement, on parle de près de 300 000 usagers chaque année. On parle de plus de 15 millions de retombées économiques. Pour être très clair, en cet début d'hiver, au lac Saint-Jean, les nuitées générées par les cyclotouristes et les cyclistes sont plus importantes que le nombre de nuitées générées par les motoneigistes. Dans les années 80, on n'aurait jamais cru ça. C'est plus de 5 000 bagages qui sont transportés chaque année autour du lac, d'hôtel en hôtel, d'auberge en auberge. Donc, la notion de slow tourisme, elle est vraiment démontrée à ce niveau-là. Enfin, je parlais de la comparaison avec la motoneige. Les vélos, on est bien loin du vieux CCM à 500 $. Ça se ressemble plus, les prix des vélos d'aujourd'hui et des vélos à assistance électrique ressemblent plus à ceux des bons skidoo. Alors, ça, c'est sur le plan économique, mais il y a aussi toute une retombée sociale. La Véloroute des Bleuets, c'est plus de 300 bénévoles qui s'impliquent, un peu comme dans les différentes organisations, qui donnent l'âme vraiment au circuit. D'ailleurs, c'est ce que les usagers nous disent souvent. Ils regrettent de ne pas rencontrer plus de patrouilleurs sur les circuits. On a 75, pardon. C'était mon accent bleu et belge. 75 patrouilleurs sur notre réseau qui donnent de la sécurité, des premiers soins, mais surtout de l'information, puis toutes les histoires locales. J'avais un ambassadeur, M. Ricken, qui était un anglophone d'Allemagne, qui disait « Moi, je fais 1000 km de vélo par année, mais je fais 10 000 km de blabla. » Alors, ça, c'est vraiment, ça illustre l'accueil des Bleuets du lac Saint-Jean sur la véloroute des Bleuets. Ça donne une qualité de vie. Et lorsque les salles ont été durement affectées lors de la COVID, je peux vous dire que nous, nos réseaux cyclables, qui sont des réseaux multifonctionnels, en fait, eux, ils ont connu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont été surpeuplés. Et aujourd'hui, notre enjeu, ce sont des enjeux de cohabitation entre les différents usagers, dans une notion de durabilité aussi et de maintien des saines habitudes de vie. Merci, David. Je reviens vers toi, Isabelle. À 35 ans, comment on fait pour continuer d'innover, de se renouveler, de maintenir aussi l'attractivité du spectacle? Bien, je dirais que c'est surtout c'est vraiment important de continuer d'innover. Donc, le spectacle, je disais, il y a 35 ans, quand ça a commencé, déjà en partant, c'est la démesure, c'est de mettre autant de comédiens bénévoles sur une même scène dans un aréna à ce moment-là. Donc, c'était déjà en partant une innovation qui était forte et il a fallu maintenir le cap au fil des années. Donc, on parle après ça de l'ajout des fontaines que vous voyez derrière, qui est un bassin de 60 tonnes qui a déjà avancé, reculé. Maintenant, il est stagnant, mais c'est quand même un bassin d'eau de 60 tonnes. Le déluge également, le mur d'eau sur lequel il y avait les projections, tout ça dans les années à peu près 90 que c'est venu sur place. Lors de la 30e en 2017, donc il y a eu l'arrivée des projections vidéo au niveau des décors qui a changé de façon importante le visuel du spectacle. Donc c'est devenu la technologie, donc pas de visuel, pas de technologie, pas de spectacle en date d'aujourd'hui. Et cet été, quand on a fêté nos 35e, on est arrivé avec une nouvelle technologie sonore, donc on était rendu à renouveler l'ambiance sonore. C'est unique au Canada de cette envergure-là, c'est du côté de la spatialisation pour que si jamais il y a une action qui se passe à droite, à gauche, en avant, derrière, donc vous le sentiez quand vous êtes dans la salle. On a passé de 24 haut-parleurs à 65 haut-parleurs cet été, donc c'est un kit de son incroyable pour réussir à porter ça. Et toute la trame sonore, c'était 2 ans pour réenregistrer chaque au complet, de A à Z. Donc, on a passé, à titre d'exemple, la trame sonore, avant, c'était 24 pistes et on est rendu, il y avait 297 pistes à mixer ensemble. Donc, c'est vraiment une technologie innovante et qu'on est fiers parce que c'est ce qui permet d'être encore là 35 ans plus tard puis que les gens ont encore envie de venir puis que si vous me dites que vous l'avez vu il y a 15 ans, bien, vous ne l'avez pas vu.
Donc, une belle façon de se renouveler. David, on va terminer ce panel sur l'innovation virage numérique avec toi. Comment ça vous rend meilleur le virage numérique que vous avez amorcé il y a quelques années? Le virage numérique, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il nous aide avant tout à supporter les municipalités dans la coordination de l'entretien, la prévention des risques et aujourd'hui dans la défense de poursuites. Qui dit la multiplication d'usagers, dit la multiplication d'accidents. Et donc, c'est important aujourd'hui d'être bien outillé et de bien supporter les partenaires municipaux pour pouvoir se défendre et prévoir l'entretien. Ça, c'est grâce au numérique qu'on a réussi à le faire avec la géométrie, avec une implantation d'un système géomatique vraiment spécifique à notre circuit qui maintenant est copié dans plusieurs régions du Québec. Ensuite, ça a permis aussi de renforcer l'accueil parce que même si nos ambassadeurs sont bien sympathiques, ils ne sont pas tous bilingues et encore moins trilingues ou quadrilingues. Alors aujourd'hui, on a la capacité, grâce au numérique, d'offrir un guide en tout temps aux usagers qui est bilingue. Enfin, ça a permis d'accéder à de nouvelles clientèles, de se faire connaître. Donc, les tours de lac à vélo dans le monde, il y en a plusieurs. Donc, c'est un maillage qu'on peut faire grâce au numérique. Et ça nous permet de parler à nos abonnés, à nos abonnés sur une base mensuelle. On a plus de 7000 abonnés qui reçoivent les informations de la Véloroute des Bleuets et qui portent fièrement les couleurs de notre collection Prestige grâce à une boutique en ligne qu'on a pu mettre en place avec le développement du numérique. Ah, bien, plusieurs applications dont on ne se doutait pas. Merci beaucoup, Isabelle et David. Je vais terminer le dernier panel avec Priscilla et Olivier. Donc, on va parler événementiel et tourisme d'affaires. Olivier, ça fonctionne-tu? Oui. Parfait. Donc, on parlait là, de comment la pandémie a bousculé les habitudes des gens d'affaires en matière de rassemblement. Comment vous faites ici? Parce que, Olivier, oui. Tu es au Delta. Exact. Bien, c'est sûr que quand il y a une pandémie mondiale qui frappe, l'industrie de l'hôtellerie, de l'événementiel est touchée de plein fouet. Puis, on attend que la roue reprenne. Puis, aussitôt que la roue a commencé à reprendre, que le téléphone s'est mis à sonner, qu'on a eu des courriels de des gens qui nous avaient déplacé des événements à plus tard, bien, on s'est dit, let's go, il faut foncer. Puis, pour foncer, je le dis souvent, c'est le démarchage. Le démarchage est ultra important. Ingrid, tu le sais, on a eu à travailler ensemble, là, dans ton ancienne vie. Puis c'est ça. Puis le démarchage, il est crucial. On a recommencé à se déplacer à Montréal, à Québec. On allait voir des clients, on allait cogner aux portes pour leur dire, vous voulez recommencer vos événements? Bien, on est prêt à vous accueillir. Puis pas juste le Delta. Je parle vraiment pour l'ensemble des hôteliers. J'ai été président de l'Association des hôteliers pendant 2 ans, pendant la période de la COVID. Puis je peux vous dire une chose, on a eu à travailler vraiment conjointement. Puis ça, c'est un avantage, puis c'est une force pour la région. On a une association hôtelière régionale ultra forte, unie, des hôtels qui mangent ensemble, prennent un verre ensemble. Ça n'arrive pas dans d'autres régions. Dans la nôtre, ça l'arrive, puis ça, je suis bien fier de ça. Oui, c'est une belle fierté. Oui, exactement. Puis aussi, je veux vous parler de cette proximité-là qu'on a avec les hôteliers, de mettre en place des projets communs. On a un projet commun actuellement. On parlait de développement durable tout à l'heure. Ça, c'est important. Le démarchage qu'on a fait avec le temps, on s'est rendu compte que les organisateurs d'événements, les preneurs de décisions, c'était très important pour eux, le volet de développement durable, dans leur prise de décision. Puis moi, personnellement, au Delta, je parle en mon nom, j'étais pas prêt à ça. Donc, le projet commun a servi justement Association hôtelière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les bureaux de congrès, Saguenay, l'ATR, on s'est mis ensemble et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça, se donner des ressources puis s'aider pour aller chercher des congrès de l'extérieur. Fait qu'on est en train de brasser ça avec Anne-Marie Boudreau, notre directrice générale, pour justement répondre à cette question-là, à ces besoins-là au niveau d'éco-responsabilité. Super intéressant. On retient tout le travail en commun que vous faites. Fonctionne pas? Vous allez être obligé de partager votre micro. Priscilla, en quoi tu dirais que le tourisme d'affaires contribue à la vitalité de la région?
En fait, le tourisme d'affaires, ça inclut à la fois le volet congrès, mais également les événements sportifs. Comme le disait François Tremblay dans sa conférence d'ouverture, je te taquine, François, le touriste d'affaires est un des segments, et c'est le segment touristique le plus lucratif de l'industrie. Donc, un touriste d'affaires rapporte 2 fois plus qu'un touriste d'agrément. Donc, c'est un marché qui est très intéressant pour Saguenay. C'est des retombées qui sont très importantes pour notre région et c'est un potentiel aussi qui n'est pas à sous-estimer. Juste à Saguenay, avant la pandémie, le nombre moyen des 3 dernières années, le nombre moyen d'événements qui ont été accueillis à Saguenay, c'est 85 événements de plus de 40 nuitées et c'est 5,1 millions de dépenses directes dans l'économie. Donc, des dépenses auprès de notre marché hôtelier, mais également nos commerçants, nos restaurateurs, nos entreprises de services. Donc, ce n'est pas à négliger. Deuxièmement, ça vient combler aussi la beauté du tourisme d'affaires, c'est que ça vient combler des saisons qui sont moins achalandées ou ça nous permet aussi de cibler des périodes de l'année où notre économie a besoin de cet apport-là. Donc, il vient combler la saison estivale, qui est encore notre plus haute saison jusqu'à présent. Donc, c'est très important. Et finalement, bien, ça fait rayonner la destination, ça promouvoit la destination. On sait que les gens qui viennent lors d'un événement sportif ou d'un congrès dans notre région, bien, sont susceptibles de revenir passer ses vacances, donc de rechoisir la destination et d'en parler autour d'eux. Intéressant. Olivier, je vais terminer ce panel avec toi. Comment l'attractivité, la vitalité d'une région peut contribuer à attirer des événements d'affaires chez nous? Oui, c'est ultra important. Les gens sont à la recherche d'expériences. Notre région regorge d'attraits touristiques super intéressants, de produits du terroir fabuleux. Ils veulent avoir ça dans leurs assiettes. Donc, plus, justement, il y a une attractivité, plus on entend parler de nous, plus la chance d'avoir un congrès d'importance dans la région va être là. On est réputé pour notre accueil, on est réputé pour la qualité de notre service, puis les gens s'imaginent qu'on est une région éloignée, mais c'est faux. Avec la route, c'est ultra facile, puis les derniers congrès qu'on a eus dans la région, il y a eu une étude qui a été faite, puis cette étude-là a démontré que le taux de participation était au-delà des attentes, supérieur à des grands centres comme Montréal puis Québec. Puis je pense que c'est notre nature, notre côté humain, ce qu'on est capable de mettre dans les assiettes, nos produits boréals, ça fait toute la différence. Merci beaucoup. Donc, j'inviterai peut-être ma collègue. Oui, bien, écoutez, c'est vraiment fort intéressant. On voit qu'à travers toutes vos entreprises, il y a vraiment des gestes, je dirais, visibles, mais parfois moins visibles, dont on est moins conscient aussi à quel point ça peut avoir un impact sur nos entreprises, sur nos emplois, mais aussi sur la qualité de vie des gens. Alors, je vous pose la même question à tous, puis en 1 minute chacun, dans le fond. Première question, comment vous envisagez l'avenir du tourisme dans la région? Puis, surtout, comment vous pensez qu'on peut travailler mieux ensemble, l'industrie touristique, mais aussi les autres secteurs de l'économie pour rendre la région encore plus attractive? Alors, je ne sais pas qui veut briser la glace. Oui, Julie, vas-y. Je vais chanter. Ah! C'est le temps de la chorale. C'est mon avenir. Bien, en fait, la perspective de l'industrie touristique est très bonne, ne serait-ce que par tout ce qu'on voit un peu partout à l'international, les indicateurs, dans le fond, qu'on a présentement sur la croissance de l'industrie touristique. Donc, on peut se dire que c'est une bonne assise sur laquelle s'appuyer dans une stratégie de développement économique. Maintenant, pour l'ensemble des secteurs économiques, je pense que l'industrie touristique peut aussi être un allié, peut être un collaborateur, autant comme plateau d'essai de nouveautés, de nouveaux produits, de nouvelles... L'innovation. L'innovation, tout à fait. Puis en même temps, bien, un beau moyen de faire rayonner le savoir et le talent régional. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup de créneaux d'excellence dans la région. Oui, on a un créneau d'excellence en tourisme d'aventure, écotourisme, mais il y en a dans d'autres secteurs économiques aussi. Puis l'industrie touristique peut être un plateau pour faire rayonner ça. Donc, peu importe dans le secteur dans lequel on œuvre, on est capable d'avoir... je vais dire une place ou une influence, si on veut, sur la performance de l'industrie touristique et vice-versa. Intéressant. Donc, il y a plein de vases communicants dans ce que tu me dis. Totalement. Je me retourne peut-être vers Priscilla sur la même question. Comment tu envisages
l'avenir du tourisme, puis comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble? Bien, je vais répondre à comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Puis je profite de la tribune parce qu'on est avec nous, on a avec nous plusieurs entrepreneurs. En fait, en tourisme d'affaires, bien, ça part de la base, ça part de nos ambassadeurs, ça part de vous. Donc, je vous tends la main. Si vous êtes impliqué dans votre organisation au Québec, dans votre secteur d'activité, il y a des équipes qui sont ici, qui sont en place. On a nos hôteliers, l'équipe de tourisme d'affaires de mon équipe, en fait, avec qui j'ai la chance de travailler. Ça prend un ambassadeur, ça prend des gens comme vous qui ont le goût de recevoir leur congrès, leur événement annuel, de l'amener ici dans la région. On va vous accompagner du début jusqu'à la fin, de s'assurer que vous soyez très fiers. Et dites-vous une chose, c'est unanime, tous les gens qui ont attiré leur congrès de leur domaine dans la région, ils en parlent pendant des dizaines d'années, que c'est toujours le meilleur événement que les gens... On est réputé pour notre accueil, on est réputé pour être festif et être à la hauteur des attentes. Donc, c'est notre rôle comme milieu touristique de vous accompagner là-dedans puis de faire en sorte que votre congrès, votre événement, votre association soit un réel succès. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle plateforme pour pouvoir vous inviter. C'est une belle façon de mélanger, de venir contribuer à l'apport touristique. Merci. Marc-André, toi qui es habitué à travailler justement avec beaucoup de monde, comment est-ce qu'on peut, si tu avais un souhait à faire pour apprendre à travailler mieux encore ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Bien, je pense que ce qui est bien, c'est avoir une approche axée sur les résultats avec des indicateurs de performance clairs qui sont âgés en toute transparence, qui sont partagés à l'ensemble des différents acteurs pour qu'on puisse savoir c'est quoi que ça donne. Il faut avoir des indicateurs, il faut capable de les suivre. C'est quoi qu'apporte réellement le tourisme et comment est-ce que ça peut être un moyen ou une locomotive pour nous amener à avoir des meilleures qualités de vie et pour pouvoir peut-être aussi protéger davantage ou même restaurer des milieux naturels. On parlait de tourisme régénératif. C'est un beau souhait, c'est un concept théorique, mais si on veut vraiment l'appliquer, il va falloir le mesurer. Et je pense qu'on est rendu là, puis je pense que c'est le défi auquel on doit se donner. Il faut que les bottines suivent les babines. Il ne faut pas juste nommer les choses, il faut le faire et il faut le mesurer. Moi, c'est ça que je pense. Puis une fois que c'est mesuré puis c'est partagé, bien là, c'est plus facile de se rassembler ensemble autour d'un objectif commun. C'est plus mobilisateur aussi. En tout cas, pour moi, ça l'est. Excellent. Olivier, de ton côté... Oui, bien, de mon côté, c'est sûr que le message de Priscilla était excellent, puis c'était un peu dans cette optique-là que je voulais m'aligner aussi. Vous êtes tous et toutes des professionnels, vous faites partie d'associations d'ordre professionnel, donc vous avez la chance de faire une différence pour la région. Vous avez la chance d'amener un événement, un congrès, votre événement, dans la région. Les hôteliers sont là pour répondre, bien vous servir. Le bureau de congrès du Saguenay, l'ATR, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tous des acteurs qui vont être là pour vous aider à réaliser ça. Puis souvent, on s'imagine que la charge de travail est immense puis qu'on n'a pas nécessairement le temps à prendre pour ça. Mais prenez-le, vous allez en sortir grandi, vous allez recevoir des félicitations puis surtout des souvenirs qui vont être impérissables. Puis je vais terminer avec une citation de M. Laval-Bouliane, propriétaire de l'hôtel ici, personnalité d'affaires que vous connaissez tous, qui dit tout le temps « Le meilleur est à venir ». Puis je pense que c'est vrai, j'y crois énormément. La business est redécollée, l'événementiel aussi, donc le meilleur est à venir. Intéressant. Tu es encouragé par ce qui s'en vient. Isabelle, un souhait, toi, pour faire encore mieux, rendre la région encore plus attractive en étant... Est-ce qu'on peut encore plus travailler ensemble, selon toi, autour de ton organisation ou dans ton secteur? Bien, honnêtement, la concertation puis la collaboration aujourd'hui dans tous les secteurs, c'est pas juste le tourisme, c'est une nécessité pour réussir à aller de l'avant puis pour la pérennité de tous. J'ai la chance, moi, d'être autant la fille de tourisme que la fille de chambre de commerce. Donc, je suis sur les deux CA aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment plaisir de voir... il faut provoquer des rencontres comme aujourd'hui, de mélanger les secteurs. Et plus que jamais, on a aussi besoin de travailler en collaboration. Donc, moi, quand je travaille avec l'association touristique, avec Promotion Saguenay, que tout le monde s'assoit autour de la même table pour travailler en concertation, on va vraiment beaucoup plus loin. Puis, on le fait déjà, mais je pense qu'on peut toujours encore faire mieux. Continuer à sensibiliser aussi notre ville sur l'importance que prend le tourisme dans l'économie régionale, les gouvernements. Donc, moi, je pense que c'est un peu la base. Là. Vu que vous avez déjà fait le côté entrepreneur, je vais faire le côté politique à côté. Et pour conclure, David, en 2 mots, est-ce qu'on peut encore plus travailler ensemble?
En 2 mots, en 2008, moi, je suis allé avec Priscilla Nemé puis Nathalie Gaudreau de Promotion Saguenay à Développement économique Canada pour présenter l'expérience Vélo Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on a dit, on va construire un réseau cyclable autour du lac et du Saguenay, puis on va le promouvoir ensemble. On est presque 15 ans plus tard. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées. On a utilisé les navettes du fjord, la véloroute des Bleuets s'est développée. Puis aujourd'hui, je fais un appel aux élus de Saguenay, puis de la MRC du fjord, pour les inviter à nous contacter, pour qu'on les supporte à vraiment finaliser ce produit qui est merveilleux, qui existe déjà, mais qui vaut la peine qu'on pédale en peloton pour vraiment arriver à finaliser cette expérience vélo, l'expérience vélo au Québec, la destination numéro 1, tous ensemble, au lac comme au Saguenay et au fjord. Vraiment une vision extraordinaire, non seulement pour les visiteurs, mais aussi pour les gens de la place, de pouvoir pédaler d'un bout à l'autre. Alors, bien écoutez, c'est ainsi que se termine notre panel. On vous remercie infiniment. On espère que vous avez apprécié. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.